C'est tout dans ta tête, quand la médecine assume au lieu de prouver. Une raison de douter du système. Donc, je vous donnerai ici assez de preuves qui prouveront le manque de compétences des médecins au Québec et des dangers de voir des médecins dans cette province. Cette documentation va, et je vous préviens, va vous choquer. Donc, la raison de cette vidéo est documentation. Cette vidéo et documentation va servir à faire connaître une triste réalité du système de santé au Québec. Elle servira aussi à avertir la population des dangers de voir des médecins pour des raisons autres que si votre vie est réellement en danger. Je veux faire connaître cette histoire de grande injustice que non seulement moi, mais aussi ma petite amie et probablement beaucoup de gens du Québec doivent subir depuis des années et même pour certains toute leur vie. Cette vidéo aussi sera strictement ma propre documentation de cette injustice et vous verrez, les preuves sont très accablantes et pratiquement irréfutables. Ma petite amie a subi la même injustice et se trouve avoir les mêmes complications que moi, et je suis persuadée que ça touche une majorité de gens au Québec. Donc, le but de cette vidéo est documentation. Mon but, c'est de faire connaître cette injustice flagrante à travers le Québec et même, si possible, à travers le Canada, dans le seul et unique but d'amener le ministère de la Santé devant les tribunaux et prouver comment ridicule et dangereux est réellement notre système de santé. Je sens que beaucoup de vies auraient pu être sauvées et je décide de faire toutes ces démarches dans l'unique but de sauver le plus de vies possible. Il est temps que les innocents arrêtent de souffrir une bonne fois pour toutes. Il est aussi temps que les innocents arrêtent de se faire passer pour des fous. Donc, on va commencer par la mise en situation. Donc, je suis tombée malade à l'âge de 9 ans, lorsque mon genou droit a commencé à enfler. À ce moment, j'ai passé 1 an complet dans un plâtre pour replacer supposément ma rotule qui était déplacée. Voyant que rien n'avait changé après 1 an dans le plâtre, on m'a transféré à l'hôpital des enfants d'Ottawa où j'ai été diagnostiquée avec de l'arthrite juvénile en rhumatologie, ceci quand j'avais 10 ans. Une fois diagnostiquée, on m'a donné plusieurs médicaments pour l'arthrite qui ne changeaient absolument rien à l'enflure de mon genou. Alors, les injections de cortisone ont suivi jusqu'à l'âge de 16 ans. Première injection m'a soulagée jusqu'à l'âge de 14 ans, où mon genou s'est remis à enfler. Alors, une autre injection a suivi et ça fonctionnait que pour des durées de plus en plus limitées. Jusqu'à l'avant-dernière qui a duré 1 semaine et la dernière qui n'avait fait aucun effet du tout. Alors, à 16 ans, lorsque mon médecin prenait sa retraite, quelque chose s'est produit qui allait prendre une tournure plutôt dangereuse. Il y avait à cette époque que 2 rhumatologues à l'hôpital des enfants d'Ottawa et le deuxième rhumatologue n'accepte pas les patients du Québec. Alors mon médecin, prenant sa retraite, a voulu me transférer à l'hôpital des enfants de Montréal. C'est aussi à cet âge que mon diagnostic a changé pour de la polyarthrite juvénile. On a décidé de me faire signer un formulaire pour devenir cobaye pour un médicament expérimental à l'époque, à 16 ans. Et la décision me revenait à moi, à 16 ans. Ils m'ont dit que c'était un médicament miracle, puis qu'il allait régler mon problème définitivement, et ont aussi totalement négligé de me prévenir sur les effets secondaires et les risques de cet accord que j'étais à 2 doigts de faire avec eux. Encore très jeune et en faisant confiance aveuglément aux médecins et en n'étant aucunement mis au courant des risques que je prenais en signant ce formulaire, que j'ai signé en espérant réellement que ce soit un médicament miracle. Et voici ici le fameux médicament expérimental dont j'étais devenu le cobaye, le méthotrexate. Et je voudrais que vous preniez le temps de regarder en haut de la ligne rouge le mot souligné, sodium. Il va être très important de se rappeler ce mot, car il est clair que ce médicament a effet à partir de sodium de quelconque façon. Voyons voir un peu ce médicament de plus près. Le méthotrexate peut être pris oralement ou par injection sous-cutanée sous la peau ou intramusculaire dans le muscle. Le plus souvent, la dose de méthotrexate varie de 7,5 à 25 mg à prendre une fois par semaine. Il est essentiel de se rappeler que le méthotrexate doit être pris qu'une fois par semaine. Choisissez un jour de la semaine où vous n'avez pas trop d'obligations, car beaucoup de gens se sentent mal pendant 1 jour ou 2 après avoir pris du méthotrexate, genre fatigue, maux de ventre, perte d'appétit.
Le méthotrexate est également offert, blablabla, mais moi, je veux prendre le temps de juste regarder ces choses-là parce que c'est ce qui est important en ce moment de voir. Le méthotrexate est un médicament modificateur de la maladie. Le mécanisme d'action de ce médicament n'est pas bien compris, mais on croit qu'il aide à éliminer la réponse du système immunitaire. Les scientifiques croient qu'il peut affecter la capacité de reproduction des cellules du système immunitaire. Ce faisant, le méthotrexate peut réduire l'inflammation et aider à atténuer la douleur et l'enflure dans les articulations. C'est drôle, mais avec toutes les croix, il n'est pas bien compris tout ça. Je commence à me demander s'il n'injecte pas n'importe quoi aux gens. Êtes-vous tous cobayes avec moi ou quoi? Le méthotrexate peut endommager le foie. Très importante situation de là. Prendre le méthotrexate peut faire en sorte qu'il est plus difficile de combattre des infections. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diaporama. Comme tous les médicaments, le méthotrexate présente des risques d'effets secondaires, dont je n'étais pas mis au courant quand j'ai signé le formulaire de cobaye, qui doivent être pris en considération au même titre que ses bienfaits potentiels. En général, les risques de lésions articulaires et d'incapacité permanente liés à la maladie sont plus importants que les risques d'effets secondaires associés au méthotrexate. Lorsqu'un suivi approprié est effectué, la grande majorité des effets secondaires sont rares, s'améliorent avec le temps et sont réversibles. Les nausées, la fatigue et les malaises sont les effets secondaires les plus courants. Ceux-ci durent habituellement de 24 à 48 heures et s'améliorent généralement avec le temps. À mesure que vous vous habituez aux médicaments, dans de rares cas, le méthotrexate peut également causer des maux de tête, la perte de cheveux, des plaies ou des ulcérations buccales, ou encore une sensibilité accrue au soleil. Le méthotrexate pourrait influer sur vos mesures hépatiques et votre numération globulaire. Un suivi étroit doit donc être effectué au moyen d'analyses sanguines régulières. Dans de rares circonstances, peut causer des problèmes pulmonaires. Passons à la prochaine diapositive. Maintenant, voyons voir mon expérience avec le méthotrexate. En très peu de temps, j'ai commencé à avoir des effets secondaires. Je recevais ce médicament par injection intramusculaire dans les fesses une fois semaine. J'ai commencé à la plus petite dose et en moins d'1 an, j'avais atteint la dose maximale de 30 mg à cette époque en tant qu'expérimentation, avant que ce ne soit considéré comme étant de la chimiothérapie à partir de 31 mg. Je voudrais vous rappeler que ce médicament est expérimental et que j'étais cobaye sous aucune connaissance des effets secondaires possibles et des dangers possibles. Les effets secondaires ont commencé par des vomissements. Au début, après chaque injection, par la suite, le nombre de vomissements montait jusqu'à minimum 3 fois par jour ou en voyant peu importe ce qui était relié à l'injection, comme des aiguilles ou encore même la senteur d'alcool. Alors nous en sommes venus à se dire que c'était un traumatisme lié à l'injection et non un effet du médicament. La perte de cheveux s'en est suivie, des étourdissements et des difficultés à respirer qui n'étaient pas reconnus à cette époque. Après 1 an de prise de ce médicament, j'ai commencé à avoir la certitude que j'étais en train de mourir littéralement. Je me suis mis à m'astiner avec les docteurs que j'étais très malade et que le médicament était en train de me tuer. Et de là a commencé le « c'est tout dans ta tête », sans oublier que j'étais tombé en dépression depuis l'âge de 14 ans dû à la maladie. Je me sentais toujours très fatiguée et faible. C'est seulement près de 2 ans de prise de cette médication qu'ils ont réalisé que le médicament attaquait mon foie et ont cessé la dose de 30 mg du jour au lendemain car c'était urgent de l'arrêter. Je me rappelle même avoir dit à mon docteur « Pourquoi me donnez-vous un médicament aussi dangereux pour ma vie, pour une maladie qui ne met pas ma vie en danger? » Question à laquelle j'ai reçu un silence comme réponse. C'était très près de ma fête de 18 ans. Puis vu que je devenais un adulte, on m'a transféré à l'hôpital général de Montréal où j'ai eu une rencontre avec le docteur, puis une autre pour une injection de cortisone. Puis l'injection n'ayant pas fonctionné, ils ont dit qu'ils ne savaient plus quoi faire et ne nous ont jamais redonné un autre rendez-vous, me laissant littéralement tomber. Ensuite, il y a aussi le problème du naproxen. Je crois avoir commencé le naproxen à l'âge de 9 ans et ça semble concorder avec mon souvenir de devoir le prendre pendant 7 ans et la conclusion de la prise de ce médicament à l'âge de 16 ans. On m'a prescrit ce médicament à prendre 3 fois par jour au repas à une dose de 500 mg et ce pendant 7 ans. Résultat, je me suis mis à avoir énormément de sang dans mes selles,
Alors, j'ai dû passer une colonoscopie, gastroscopie à 16 ans pour trouver l'origine de ces saignements. Ils ont découvert que l'intérieur de mes intestins était tout irrité à un point tel qu'ils frôlaient la paroi de l'intestin avec la caméra et ça se mettait à saigner automatiquement. Ils ont dit que c'était la cause d'une haute dose de naproxen tous les jours pendant 7 ans qui me donnait ce genre d'hémorragie. Donc, comme je disais, on m'a laissé tomber sur le côté arthritique à l'âge de 18 ans, puis je n'ai eu plus aucun suivi pour ma maladie, ni d'ailleurs poursuivre mon foie après avoir su que le méthotrexate l'avait attaqué. En fait, j'ai jamais eu de suivi pour ça après avoir arrêté le méthotrexate. Mes joints enflaient et désenflaient par moments, ce qui m'a causé de devoir tomber sur l'aide sociale à 21 ans avec juste assez d'argent pour payer le prix du loyer et rien d'autre. J'ai dû laisser la garde de mon enfant à mon ex, puis je me suis retrouvée à la rue pendant 7 mois, où j'ai dû me mettre à vivre sans être sous aucun bail, avec des nouveaux amis que j'avais rencontrés très peu de temps avant. Et ne mangeant presque pas, plus tard, on m'a enlevé mon diagnostic d'arthrite, puis après une étude sur l'arthrose du genou, on a changé le diagnostic pour de l'arthrose jusqu'à maintenant. Maintenant vient le temps de parler des mystérieuses bosses. À partir de ma fin adolescence et début de mes années adultes, j'ai remarqué des bosses bizarres sur mon genou droit. Je comprenais pas ce que c'était, mais malgré tout, toutes les fois que j'allais voir un docteur, on me disait que c'était mes os, alors je n'en ai pas fait de cas. Ces bosses se sont multipliées dans mon corps et grossissaient avec les années, me limitant drastiquement dans mes mouvements. J'ai vu que je ressentais de moins en moins les sensations. Je perdais toute force dans mes jambes. Quelquefois, j'ai même pensé avoir la sclérose en plaques à plusieurs reprises depuis mon adolescence. Puis je souffrais aussi d'hallucinations touchant mes 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. À 22 ans, j'ai été diagnostiquée schizophrène et les diagnostics en santé mentale se sont rajoutés. Je ne suis même pas au courant de mon diagnostic officiel, mais ce que je sache de tout ce qu'on m'a dit depuis mon suivi psychiatrique, voici les diagnostics qu'on m'a donnés. Dépression majeure, schizophrénie, bipolarité, dissociation, donc déréalisation, dépersonnalisation, anxiété généralisée et certains intervenants soupçonnent dans mon cas plusieurs traumatismes qui auraient pu m'amener à un PTSD, dont je suis persuadée que ceci fait beaucoup de sens en fait, plus que tous les autres diagnostics, croyez-moi. Voici ici des photos de 2011 de mes genoux, mes jointures et mes pieds, où on peut y voir de l'enflure quand même assez importante. Et c'est pour ça que j'avais été diagnostiquée avec l'arthrite, parce qu'il y avait de l'enflure. Mais malgré tout ça, dans mes prises de sang et tout ça, il n'y a jamais eu aucun signe d'arthrite visible. Ils m'ont diagnostiqué à l'œil, tout simplement. Et donc, en 2011, j'ai remarqué qu'il y avait des bosses un peu partout. Donc, si on regarde, là, on va dire les 2 pieds à gauche, en bas, ben, on voit des bosses sur chaque côté des pieds. On voit des bosses aux jointures et les flèches indiquent sur le genou à côté des jointures, ben, des bosses là aussi. Donc, ceci est en 2011. Voyons voir, depuis 2015 jusqu'à très récemment, comment les bosses ont évolué. Et ici, on voit depuis 2015 l'évolution des bosses, donc qui se multiplient dans les jambes, le dos, le cou et un peu partout en fait. Donc ici, je voudrais vous faire remarquer que sur la photo à gauche, on voit que j'ai la tête comme poussée vers l'avant. Et ça, c'était à cause de la grosse bosse dans le cou que j'avais. Par la suite, à droite, on voit dans le dos 2 bosses qui sont un peu dures à voir à cause du chandail, mais dans la salle du milieu, on voit là, tout ce qui est représenté dans le fond. Donc, on voit la courbe dans le dos, on voit les bosses qui sont encerclées principalement. Et puis, juste à côté, après, ben, on voit là, que tout est arrangé, visiblement, juste à défaire ces bosses-là. Mais qu'est-ce que c'est ces bosses-là? Voyons voir un peu plus loin. Donc, le 11 janvier 2024, il y a quelques jours seulement, ma copine a pensé que ces bosses étaient des nœuds et a décidé d'essayer de les défaire. Résultat, ils se sont défaits. Ça a relâché plusieurs muscles qui étaient contractés depuis 24 ans. Mes os, ou ce que je croyais être mes os, craquaient et mes os se replaçaient là où ils se devaient être. Là où ils se devaient être. Quelques minutes après avoir défait toutes ces bosses, toute mon enflure s'est dirigée vers mon ventre
et je me suis mis à uriner avec beaucoup de douleur, réalisant que j'urinais des pierres. Puis, j'en suis au moment où j'écris ceci à minuit et 10 minutes le 19 janvier 2024. Jusqu'à maintenant, en près de 7 jours, j'ai éliminé près de 1000 pierres et ça continue. J'ai perdu le triple de mon poids en eau et j'ai passé de la taille 34 dans mes pantalons à 30 en seulement 4 jours. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que nous défaisons des bosses, d'autres petites bosses continuent de se montrer à différentes places de mon corps et multiples endroits de mon corps. Et nous les défaisons chaque fois en constatant que j'évacue plus de pierres après le dénouement de ces bosses. J'en suis donc venu à la conclusion que l'eau de mon corps est remplie de roches qui se collent ensemble et forment des bosses partout. En les défaisant, elles s'égrènent et se dirigent ensuite vers les reins, la vessie, puis l'urètre, occasionnant d'atroces douleurs. Certains de ces bosses prennent la taille de balles de tennis. Donc, voici ici l'évolution de mon poids en 6 jours seulement, avec les dates. Donc, ça a commencé le 13 janvier, c'était 2 jours après avoir défait les nœuds. Puis ensuite, le 14, 3 jours, le 15, 4 jours, le 16, 5 jours, et le 17 janvier, les 2 dernières photos, une 6e journée. Maintenant, j'en suis rendu à maintenant, techniquement ma 8e journée, mais on est en pleine nuit, donc c'est ça, ça va être à voir plus tard, sur ce côté-là. Donc, parlons ici de malnutrition. Je vous explique un peu ma vie en tant que petit enfant. Je suis née prématurée à 3 livres 9, à 8 mois de grossesse, ayant eu des difficultés d'alimentation en tant que fœtus, par ma jumelle qui était assise sur mon cordon ombilical pendant une longue partie de la grossesse. Ils ont dû faire une césarienne d'urgence à ma mère pour sortir moi et ma soeur de là, car ma vie était en danger. Par la suite, j'étais très difficile et presque toute nourriture, j'avais du mal à le manger. Dès qu'un goût ou une texture me dégoûtait, je vomissais directement. J'ai aussi bu très peu d'eau toute ma vie. Ayant risqué la noyade à plusieurs reprises, j'avais beaucoup de mal à prendre une simple gorgée d'eau. Donc, on peut voir là, jusqu'à en moins la 4e année comment, bon, c'est clair que je m'alimentais pas bien et que j'avais des difficultés déjà à tous ces âges-là. Maintenant, par la suite, juste après avoir reçu le diagnostic donc d'arthrite, si je ne me trompe pas, en 4e année du primaire. Donc, voyons voir le changement de poids depuis la 4e année du primaire. Donc, ça commence ici en 6e année, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. On voit qu'il y a un surplus de poids qui commence à se faire. Donc, voyons voir ici quelques informations sur la déshydratation et la malnutrition. Une déshydratation sévère rétrécit les vaisseaux sanguins du cerveau. Lorsqu'il n'y a pas assez de liquide dans le cerveau, elle affecte la mémoire et la coordination, altère les fonctions cognitives à l'extrême. Cela peut entraîner le délire, la perte de conscience, voire le coma. Le cerveau des adultes déshydratés montre des signes d'activation neuronale accrue lorsqu'ils effectuent des tâches cognitives. Cela veut dire que leur cerveau travaille plus que la normale pour accomplir la tâche. Chez les jeunes adultes en bonne santé, cet effort supplémentaire se manifeste par la fatigue et les changements d'humeur. Donc, voici ici des causes qui peuvent entraîner un délire. Donc, dans les causes, j'ai mis j'ai souligné en rouge la malnutrition et la déshydratation. Et les signes et symptômes peuvent être de la confusion, ne pas savoir ni l'heure ni le jour qu'il est, ou bien où on se trouve, oubli, difficulté à se rappeler les choses qui se sont produites récemment, conversation incohérente, mots ou réponses qui n'ont pas de sens, incapacité de se concentrer ou de penser clairement, hallucination, voir, ressentir ou entendre des choses qui n'existent pas, changement des habitudes de sommeil. Donc ici, on voit 3 types. Chacun comporte ses propres signes et symptômes. Donc, voyons voir ici le délire hypoactif. Est le type de délire qui affecte le plus souvent les personnes atteintes d'un cancer avancé. Les signes comprennent le ralentissement ou la diminution de la paroi, la baisse du degré de conscience, la réduction de la mobilité ou de l'activité. Les personnes souffrant de délire hypoactif peuvent devenir très somnolentes
et léthargique. Le délire hyperactif présente des signes comme la nervosité, l'agitation, l'anxiété et les changements d'humeur fréquents. Les personnes souffrant de délire hyperactif peuvent être irritables, frustrées, fâchées, apeurées ou excitées. Elles peuvent aussi devenir agressives physiquement. Le délire mixte apparaît lorsque la personne présente tantôt des signes de délire hypoactif et tantôt des signes de délire hyperactif, et dans mon cas, c'était clairement le délire mixte. Donc, voici maintenant un compte-rendu de toutes ces informations reliées ensemble. Depuis que je suis fœtus, que je souffre de malnutrition, et cela n'a jamais été même diagnostiqué ou traité. Par la suite, le peu d'hydratation, les diarrhées à cause de l'irritation de mes intestins, puis les vomissements intensifs durant la prise du méthotrexate ont mené à une déshydratation accrue. Le sodium compris dans le méthotrexate que je prenais par injection intramusculaire s'est propagé dans tout mon corps, créant des pierres qui se sont attachées probablement à tout, organes, nerfs, tendons, muscles, se promenant dans le 75% d'eau qui forme mon corps, probablement même dans mes veines, s'accumulant et formant des bosses de la grosseur de balles de tennis dans mon corps, qui étaient clairement visibles, m'empêchant de bouger correctement et m'emprisonnant littéralement dans mon propre corps. Ensuite, j'ai entré dans un délire depuis probablement la maternelle, puis n'en ai jamais sorti jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de tout évacuer ce qui se trouve dans mon corps, en fait, de surplus d'eau et les pierres qui vont, d'après moi, sortir pour un très long moment. Donc, parlons ici de la négligence des docteurs. Je n'ai jamais été suivie pour malnutrition ou déshydratation et j'expliquais toujours tous mes symptômes du mieux que je le pouvais, malgré le délire qui m'envahissait de plus en plus. Faussement diagnostiqué avec de l'arthrite juvénile, polyarthrite juvénile et arthrite rhumatoïde. Faussement diagnostiqué schizophrène, bipolaire, anxiété généralisée, dissociation. On me répète depuis l'âge de 16 ans que tout est dans ma tête, que j'inventais mes douleurs, que je cherchais de l'attention. On ne m'a pas pris au sérieux, que je jouais à la victime. Très peu de tests ont été faits. Et à répétition, des rayons X, MRI et scans, pour la plupart. Quelques échos pelviennes et abdominales, 2 ou 3 colonoscopies, gastroscopies, une chirurgie pour débloquer un nerf qui n'a jamais été débloqué, confirmé récemment par un second EMG, probablement juste du sodium sur mes nerfs, I guess. J'ai passé des MRI des genoux et même du corps au grand complet, des rayons X au niveau des genoux, rayons X pour les poumons, cou, après ma dernière tentative de suicide, colonne dorsale et lombaire, la main droite, tout était normal à part une légère scoliose et un épanchement récent dans le genou gauche. On me dit depuis presque toujours que je suis en parfaite santé, juste ayant des problèmes de santé mentale. Malgré les années d'études à apprendre le corps humain, aucun docteur dans tout ça n'a remarqué mes déformations au niveau de mon corps, les bosses et les déviations de certains de mes os. Quand ma copine m'a débloqué tout ça, je perdais connaissance souvent de fatigue, un peu comme de la narcolepsie. J'avais des palpitations cardiaques. J'ai passé 7 mois sans voix et avec de la difficulté à respirer, devant prendre 2 sortes de pompes, une avec cortisone, donc l'Advair mauve, et une comme antibiotique et qui ouvre les voies respiratoires, donc l'Atrovan. On m'a dit que j'étais devenue bronchite chronique. Mon pouls, à certains moments à l'hôpital, allait vraiment vite et même qu'à un moment, c'était écrit dans mon dossier que c'était normal pour moi d'avoir un pouls aussi rapide, près de 130 à 135 de pouls. Une fois, j'ai même été amenée en salle de choc à cause de mon pouls rapide. J'ai aussi passé des cardiogrammes à cause de ça. Il est clair que sans l'intervention de ma copine, je serais probablement décédée alors qu'il est, ou cela se serait produit très prochainement. On m'a surdosé de médicaments en santé mentale à une époque prenant 25 pilules par jour, la plupart de ma médication étant des doses maximales, ce qui m'a amené une fois à dormir 3 jours durant sans même me réveiller pour quoi que ce soit comme manger, boire, uriner et même aller au sel. Probablement tombé dans le coma à cause d'une overdose. Après cette overdose non diagnostiquée, j'ai perdu en l'espace d'1 mois la faculté de marcher, perdant toutes les forces dans mes jambes et n'étant plus capable de me soulever sous mon poids. Je suis tombée en chaise roulante, incapable de marcher. Je me suis rendue à l'urgence 2 fois pour être retournée sans qu'aucun test ne soit fait sur mes jambes, car on disait que c'était dans ma tête. Je suis retournée une 3e fois et j'ai dit que s'ils ne faisaient rien, j'allais me suicider. Ils ont encore une fois passé aucun test pour mes jambes, mais m'ont placé en santé mentale et je me suis retrouvée à devoir expliquer à la DPJ que je prenais toujours les meilleures décisions pour mon fils, soit le prendre seulement quand je suis apte à le prendre
Et si je n'étais pas apte d'être accompagnée en tout temps de quelqu'un pendant que je suis en charge de mon fils. J'ai finalement par moi-même retrouvé lentement la force dans mes jambes après 2 mois. Ma situation est le fait de me faire perdre, ma situation est le fait de me faire prendre pour un fou sans aucun soin et dans la plus grande injustice possible, m'a mené en tout et partout à faire 11 tentatives de suicide. Seulement les 2 dernières sont reconnues par mon médecin de famille, car j'ai demandé que des tests soient faits pour voir si je m'étais causé des dommages en faisant ces 2 tentatives, regrettant mon geste. Donc, ceci était pour le côté arthrite. Maintenant, on a, je crois, 2 bonus avec ça. Donc, la bonus de surdose de testostérone pendant 7 ans pour ma transition de femme à homme. En 2019, mon docteur de famille a remarqué que mon niveau d'hémoglobine dans le sang était très élevé. Ça posait un risque de pouvoir me causer un ACV, soit un caillot dans le sang. J'ai dû me faire enlever du sang 3 fois pour ceci. On a su que c'était causé par la testostérone. Par contre, grâce à mon carnet de santé, j'ai regardé toutes les prises de sang depuis 7 ans. Avant cet événement, il s'avère que j'étais en surdose de testostérone toutes ces 7 années, atteignant le niveau de 42 dans le sang, la dose normale pour un homme étant entre 18 et 26 ou 28. Donc, imaginez 7 ans en overdose, des prises de sang qui le prouvent et personne n'est au courant que je suis en overdose de testostérone pendant 7 ans. Et ça aurait pu me tuer littéralement. Donc, le bonus de la fracture de la main droite. En mai 2022, je me suis fracturé l'os de la main droite, côté petit doigt, juste en haut du poignet. La première fissure est visible en rouge sur le rayon X à droite. Après ce rayon X, on m'a dit que tout était beau, qu'il n'y avait rien. Alors, le docteur qui m'a vu m'a dit que je m'étais probablement juste foulé quelque chose, puis de mettre un support à poignet. Donc, je m'en suis acheté un et je l'ai mis. Quand je l'ai mis, j'ai senti une douleur très vive là où j'avais mal. Alors, j'ai enlevé mon support pour voir que mon doigt faisait un Z. Après avoir reçu le CD de la première radiographie que mon docteur m'a laissé, je l'ai regardé de plus près sur mon ordinateur, ma main tournant vers le mauve et j'ai trouvé la fissure sur le rayon X. J'ai pris une capture d'écran et a encerclé la fissure. Je l'ai montré à l'urgence où on m'a amené prendre un autre rayon X. Résultat, main fracturée et des os de déplacés. On m'envoie à Hull le lendemain pour faire mettre un plâtre. On me refuse car c'est plein et durant le COVID. C'est la 5e journée depuis. Je retourne le lendemain et on me met un plâtre à la 6e journée suivant ma fracture et on me replace les os. On était censé me rappeler pour enlever mon plâtre, ce qu'on n'a jamais fait. J'ai tombé sur un répertoire de près de 25 boîtes vocales. J'ai laissé 2 ou 3 messages. J'ai jamais reçu de retour d'appel. Donc, j'ai fini par enlever mon plâtre moi-même et j'attends encore 4 ans plus tard ce fameux appel pour enlever mon plâtre. Donc, pour l'instant, aucun docteur n'est au courant de tout ça. Ils ont risqué ma vie bien suffisamment pour que j'ai plus aucune confiance en eux. Et puis, juste pour que vous sachiez aussi, ma copine est en train de vivre la même chose que moi. Elle vient de commencer à éliminer des pierres et de l'eau en quantité industrielle. Et elle aussi n'a pas été prise au sérieux par les docteurs et se fait dire que c'est dans sa tête. Alors, une partie de son cas sera rajoutée plus tard. Je n'ai aucune intention de retourner chercher de l'aide de quelconque médecin, car je suis sûre que je suis plus en sécurité chez moi qu'en présence de médecins. La seule et unique raison que j'accepterais de voir un médecin, c'est en cas de danger et de mort seulement, car j'ai plus rien à perdre rendu là. J'ai bien l'intention d'amener ça en cours et jusqu'en cours supérieur s'il le faut. Il est temps que j'arrête de passer pour un fou et que vous réalisiez tout le potentiel qu'il y a dans ma tête et qui pourrait actuellement être très utile pour le pays. Veuillez partager ça en grand nombre et faites connaître ceci si vous voulez que ça change. Merci d'avoir écouté.